Alors, pour cette table ronde, hop, je reprends mes notes, consacrée donc, notamment au pacte de responsabilité, à sortir de la crise en allégeant les coûts du travail. On a plusieurs personnes qui vont me rejoindre sur scène. Didier, tu restes avec nous. Les autres coprésidents du GNI, Claude Demas, président de la FAGIT, et Gérard Guy sont invités à nous rejoindre. Je vais demander aussi à Philippe Boursier, directeur du travail à la Direct Île-de-France, de nous rejoindre. Monsieur Martel, sous-directeur à la DGFIP, la finance publique, de nous rejoindre. Et à monsieur Stéphane Hall de l'ACOS. Et puis madame Maude Benamou, consultante ressources humaines chez Axiom Partners. Madame Benamou, bonjour. Nous avions prévu de démarrer cette table ronde avec une présentation de monsieur Boursier qui va nous dire deux mots notamment du fonctionnement, on va dire, général du pacte de responsabilité. Et on a prévu un petit PowerPoint de 7 à 8 minutes. Vous pouvez soit le faire au pupitre, comme vous le souhaitez. Donc, monsieur Philippe Boursier, merci pour une présentation générale. Et comment je fais pour passer ? Il faut vite. On va revenir sur la première diapo. Alors, je reviens sur... bonjour à tous. Le pacte de responsabilité, je vais juste faire une introduction, et je pense que l'élément le plus important du pacte de responsabilité, enfin les éléments les plus importants du pacte de responsabilité et de solidarité vous seront présentés par mes collègues par la suite. Je vais simplement vous faire une introduction en vous disant tout d'abord que ce pacte de responsabilité et de solidarité a été voulu par le président de la République, qui l'a introduit et présenté dès le 14 janvier 2014. Ce pacte de responsabilité a fait l'objet de discours de politique générale de M. Valls en avril 2014. Et puis, troisième temps fort autour de ce pacte de responsabilité, c'est la conférence sociale des 7 et 8 juillet 2014 qui a notamment annoncé un renforcement du dialogue social et de la négociation interprofessionnelle en contrepartie de la mise en place de ce pacte de responsabilité. Alors, comme vous le voyez sur le PowerPoint, en fait, sur la partie droite, enfin, sur les sujets qui sont en vert, on est sur des sujets qui relèvent de la politique relative au ménage, donc on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc, le pacte de responsabilité s'articule avant tout sur les trois piliers que vous voyez en rouge, la baisse du coût du travail, la réduction des impôts des entreprises et la simplification de la vie des entreprises. Ce pacte de responsabilité, dans son volet entreprise, a pour objet principalement d'aider les entreprises à retrouver des marges pour investir et, in fine, développer l'emploi. C'est vraiment la logique que vous verrez à l'œuvre dans les présentations qui vous seront faites tout à l'heure. Mais je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. Le pacte de responsabilité, c'est d'abord et avant tout aider les entreprises à retrouver des marges via notamment le dispositif du crédit d'impôt, le CICE. Alors, ce pacte de responsabilité, donc, c'est la réduction du coût de travail avec des allégements de charges, donc on vous présentera tout à l'heure, 4,5 milliards d'ici 2016, des aides à l'embauche dont je vous parlerai un peu plus tard, qui concernent notamment l'apprentissage, le contrat de génération, bien sûr la réduction des impôts des entreprises via le CICE, et puis la simplification de la vie des entreprises avec des annonces très récentes qui ont été faites de mesures de simplification qui devront à terme être mises en œuvre d'ici la fin du quinquennat. Alors bien sûr, face à ce pacte de responsabilité, des contreparties
sont demandées aux entreprises, notamment en termes de création d'emplois, de qualité de l'emploi, formation des salariés, apprentissage, reconnaissance des qualifications, gestion prévisionnelle des emplois, ce sont des sujets qui sont en discussion dans le cadre de l'agenda social et qui devraient, dans les mois et les années qui viennent, constituer l'autre volet en fait, du pacte de responsabilité. À titre d'exemple, je me suis trompé là. J'ai décidément comment on fait après, c'est toujours à droite. Non, ça ne marchait pas tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Ok. Quand je parlais d'engagement des entreprises, il faut voir par exemple que sur les 50 plus grandes branches actuellement qui doivent négocier sur le pacte de responsabilité, 33 ont commencé à négocier aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui préoccupe, je pense, le gouvernement de ce point de vue-là. La négociation de branches est un élément très attendu de la mise en œuvre de ce pacte de solidarité. Alors, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 3 leviers: baisser le coût du travail, simplifier la vision d'entreprise et la mobilisation pour l'emploi. Sur la simplification de la vie des entreprises, il y a eu un bilan d'étape qui a été fait au 30 octobre et des nouvelles mesures de simplification qui sont prévues d'ici la fin du quinquennat pour à peu près 11 milliards d'économies qui sont chiffrées. Alors, ces mesures de simplification sont dans les tuyaux, si je puis me permettre cette expression. Alors, je vous en donne quelques exemples, mais qui peuvent vous intéresser au premier chef. Simplifier la procédure de la visite médicale du travail, faciliter les conditions d'emploi des apprentis. Vous savez que sur la question des machines dangereuses ou sur le travail en hauteur, il y a des difficultés qui se posent pour l'embauche des apprentis et des jeunes. Et donc, c'est un sujet qui sera revu. On parlait tout à l'heure des contentieux prud'homaux. Il y a la volonté du gouvernement de réduire les délais d'instruction des prud'hommes, mais aussi d'améliorer la posture de conciliation pour faciliter justement l'insécurisation juridique. C'est un sujet qui fait partie de la simplification de la vie des entreprises. Et là, il y a un chantier, manifestement. Un vaste chantier. Bon, on peut en parler tout à l'heure. La dématérialisation des formulaires constitue aussi un objectif. Il y a la volonté vraiment de tout faire pour que les entreprises aient de moins en moins de paperasse à utiliser. L'activité partielle qui nous concerne particulièrement, donc l'activité partielle, le chômage partiel, qui nous concerne particulièrement à la directe, est d'ores et déjà dématérialisée. C'est-à-dire que nous avons un interface avec les entreprises qui peuvent nous demander une aide pour activité partielle de façon complètement dématérialisée. Et puis, parce que j'essaye de faire vite, je sais qu'il y a d'autres présentations après, mais je voudrais insister aussi sur le fait qu'aujourd'hui, les décrets sont sortis d'ailleurs samedi dernier, le silence gardé de l'administration vaut acceptation au bout de 2 mois. Ça aussi, c'est une mesure qui peut permettre la simplification et la sécurisation de la vie des entreprises. Avec 42 décrets d'exception. Alors, il y a des exceptions parce que La simplification, on n'a peut-être pas la même notion. Parce que la réglementation est copieuse. Alors, quand vous évoquez un nombre de décrets, parce qu'il y a un certain nombre de ministères, mais au final, quand même, on est dans un bond en avant, je pense, malgré tout, qui n'est pas négligeable. Après, avec... Excusez-moi, j'ai passé 2 heures hier, rien que pour le droit du travail. Savoir comment ce principe allait s'appliquer. J'ai renoncé à faire un papier, il me fallait tout le journal. Voilà. Non, c'est insupportable. Je ne sais pas quoi dire.
aux entreprises. Vous avez 10 000 délais, 3 mois, 4 mois, vous avez des colonnes de tableaux. Oui, parce c'est que ça la simplification? Ah alors, non, je ne suis pas d'accord. Parce que, en fait, les lois précédentes posaient effectivement un certain paysage complexe. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, poser ce principe-là, bon, on peut supporter effectivement des dérogations. Ça peut vous sembler être plus compliqué, mais malgré tout, je pense qu'on va dans la bonne direction. On peut le dire comme ça. Alors, j'aurais pas dû vous priver de questions tout à l'heure. C'est promis, vous pourrez poser des questions après cette table. Et on va continuer les présentations pour avoir un panorama complet. Je vais très vite sur le reste, parce que bon, le pacte de responsabilité n'a pas donné naissance aux aides à l'emploi, mais je voudrais simplement rappeler très rapidement que le gouvernement a agi aussi sur les points que vous voyez, un plan d'urgence relatif aux formations prioritaires. Donc c'est 100 000 chômeurs, 100 000 demandeurs d'emploi qui font l'objet d'un accompagnement particulier en matière de formation. Il faut savoir qu'un demandeur d'emploi sur 2, lorsqu'il a eu une formation, retrouve un emploi au bout de 6 mois. Donc ce sont des efforts qui peuvent à terme déboucher sur des résultats encourageants. De même sur l'apprentissage, la relance de l'apprentissage est un objectif important, avec comme idée d'arriver à 500 000 apprentis d'ici 2017. Toujours sur l'apprentissage, la prime, une prime de 1 000 € a été donc prévue pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés. Cette prime s'ajoute à la prime versée par le Conseil régional. Quant au contrat de génération, il fait l'objet d'un doublement de l'aide dès lors que l'entreprise embauche à la fois un jeune et un senior. Vous avez là, et ça je pourrais vous le communiquer si vous le souhaitiez, le panel des aides à l'emploi qui existent aujourd'hui, avec une comparaison entre les différentes modalités d'application. Encore une fois, ces mesures-là existaient avant le pacte de responsabilité, mais s'inscrivent dans une démarche générale du gouvernement qui est bien à terme, via les allègements de charges, via les réductions d'impôts, de permettre aux entreprises d'embaucher dès lors qu'elles seront en situation de le faire. Et les aides à l'emploi qui existaient avant le pacte de responsabilité sont aussi des éléments de baisse du coût du travail qui sont non négligeables. Voilà, je crois que j'en resterai là, parce que sinon je vais dépasser le temps. Merci infiniment. On va compléter donc votre présentation avec une intervention de M. Laurent Martel, qui est le sous-directeur à la gestion fiscale des entreprises de la fameuse DGFiP, la Direction générale des impôts et des finances publiques. Donc ça va plutôt être le volet fiscal du pacte, et puis après on aura le volet social. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Ma sous-direction est celle de la gestion fiscale des entreprises, et notamment la sous-direction qui gère le crédit d'impôt compétitivité emploi. Alors, mon premier point est pour resituer le pacte de responsabilité dans son cadre financier. Il s'agit d'un effort d'ici à 2017 de 40 milliards d'euros, ce qui en fait un plan sans précédent par son ampleur sur une échelle de temps aussi ramassée, étant entendu que ces 40 milliards d'euros se décomposent en 10 milliards d'euros de baisse des impôts des entreprises, IS, surtaxe IS, contribution sociale de solidarité, et 30 milliards d'euros qui sont des allègements du coût du travail à raison de 20 milliards d'euros prenant la forme du crédit d'impôt compétitivité emploi et 10 milliards d'euros prenant la forme de baisse de cotisations sociales. Alors, 40 milliards d'euros pour fixer les idées, c'est l'équivalent des pertes de marge subies par les entreprises françaises depuis la crise de 2008 et qui, par cette aide, se trouvent ainsi reconstituées. 30 milliards d'euros, c'est un allègement du coût du travail
dont des études indépendantes, celle du FMI pour la France de juillet 2014, estiment qu'elles conduiront à créer 300 000 à 600 000 emplois d'ici à 2017. Je cite le FMI pour ne pas citer des études gouvernementales plus suspectes de partialité, mais voilà le cadre général. Mon deuxième point, c'est pour souligner que les mesures du pacte sont inscrites dans une trajectoire pluriannuelle de manière à maximiser la visibilité et la prévisibilité pour les chefs d'entreprise. Il est souvent reproché à juste titre aux mesures d'aide aux entreprises leur manque de pérennité, leur manque de stabilité, ce qui fait qu'elles sont difficiles à prendre en compte quand on doit prendre des décisions ayant des effets sur plusieurs années. C'est un reproche qui est infondé pour les mesures du pacte de responsabilité, puisque celles-ci sont toutes, dans le cadre de textes qui sont déjà votés au moment où nous parlons, programmées dans leur montée en puissance jusqu'en 2017. Alors prenons l'exemple des mesures d'allègement du coût du travail avec le CICE, qui va continuer sa progression en passant d'un taux de 4% de la masse salariale pour les salaires de 2013 à 6% pour les salaires versés en 2014 et qui ensuite se stabilisera à ce niveau. Et parallèlement à la montée en puissance du CICE, mais je laisserai à mon collègue de l'ACOS le soin d'y revenir plus en détail, les nouvelles mesures d'exonération sociale se mettant en place en 2015 pour les salariés jusqu'à 1,6 SMIC et en 2016 jusqu'à 3,5 SMIC. Si l'on prend maintenant les mesures de baisse de la fiscalité des entreprises, même raisonnement. On a la suppression de la contribution sociale de solidarité en 3 étapes, avec une suppression totale dès 2015 pour 2/3 des entreprises, sachant qu'on parle là d'un impôt qui au global représente 6 milliards d'euros de recettes. La baisse de l'IS qui commence en 2016 avec la suppression de la surtaxe qui pesait 2,5 milliards d'euros et une première étape en 2017 de baisse du taux normal de l'IS dont il a été annoncé qu'on visait un passage de 33,3 à 28% en 2020. Mon troisième point, c'est pour commenter ce qui est déjà en place, ce qui existe déjà, ce qui est déjà disponible pour les entreprises, c'est-à-dire le crédit d'impôt compétitivité emploi. Le CICE, c'est 2 milliards d'euros de préfinancement distribués aux entreprises au titre du CICE de 2013, donc en anticipation sur l'obtention de l'argent auprès de l'administration fiscale. 2 milliards d'euros dont un quart a bénéficié au secteur transport, hébergement, restauration et commerce. La moitié de ce montant a bénéficié à des entreprises en situation de trésorerie tendue, d'après l'analyse qui a été faite par le comité d'évaluation du CICE. Alors, c'est un dispositif qui est ouvert à toutes les entreprises, évidemment, qu'elles soient en difficulté ou pas. Tout le monde a besoin de trésorerie, donc il ne s'agit surtout pas de tenir un discours stigmatisant sur les entreprises qui demandent le préfinancement. Mais enfin, on observe que celles qui avaient des difficultés, évidemment, ont plus largement que les autres sollicité des préfinancements. Et ça montre que, sans doute, ce préfinancement a permis à des entreprises de passer un cap difficile qu'elles auraient passé plus difficilement si ces 2 milliards d'euros n'avaient pas été injectés dans l'économie française en 2013 au début de 2014. Ces 12 milliards d'euros de créances fiscales de droits à CICE qui ont été déclarés par les entreprises françaises aux organismes sociaux, dont 9 milliards d'euros ont déjà été déclarés à la Direction générale des finances publiques, la différence s'expliquant notamment par les entreprises en exercice décalé qui n'ont pas encore déposé leur déclaration de résultats et qui donc n'ont pas encore été enregistrées comme ayant droit au CICE par la DGFiP, mais ça n'est pas une perte en ligne. Et sur ces 9 milliards d'euros déjà déclarés à la DGFiP, donc 5,5 milliards ont été perçus en cash, si j'ose dire, par 500 000 entreprises. Là, je ne parle que de l'IS, sachant qu'il y a aussi 300 millions d'euros qui ont été distribués au titre de l'IR, pour les entreprises soumises à l'IR. Donc 5,5 milliards qui ont pris la forme soit d'imputation
donc de réduction de l'impôt sur le revenu ou de réduction de l'impôt sur les sociétés, soit sous forme de remboursement de crédit d'impôt, remboursement auquel les PME sont éligibles. Et un dernier chiffre pour dire que la DGFiP s'était mis en ordre et a tenu cet engagement pour traiter en moyenne en 15 jours les demandes de remboursement qu'elle recevait lorsque celle-ci était évidemment complète, en ordre et ne présentait pas d'anomalies du type masse salariale déclarée au CICE supérieure à celle connue des organismes sociaux, auquel cas évidemment les entreprises là ont été légitimement contactées par leur SIE pour clarification. Pour prendre un exemple chiffré pour souligner quand même la force du CICE, ça c'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut, qui est une entreprise une PME de 20 salariés, schématiquement 10 salariés au SMIC et 10 salariés à 2 fois le SMIC. Pour cette entreprise, le CICE, c'est 31 000 euros. Donc on voit que c'est une somme significative qui permet l'embauche d'un salarié au SMIC et qui permet aussi, à hauteur de 13 000 par exemple, un investissement en matériel pour l'entreprise qui en a bénéficié. Alors c'est une PME d'une certaine taille, celle-là, mais pour donner l'exemple du secteur hébergement-restauration, on est sur un montant moyen de CICE au premier semestre 2014 qui était de 6 421 euros par entreprise relevant du secteur hébergement-restauration. Je profite aussi peut-être de cette occasion pour essayer de dissiper quelques idées fausses sur le CICE qui sont peut-être pas partagées ici mais qu'on entend parfois exprimer. Première idée fausse, le CICE va m'attirer des contrôles fiscaux. C'est faux. Le CICE n'est pas un facteur de déclenchement de contrôle fiscal. Et d'ailleurs, si ça l'était, l'administration serait quand même bien en peine de faire face à la charge, puisque on est à 500 000 pour l'instant, on va tangenter les 1 million d'entreprises bénéficiaires. Donc, comme on fait 50 000 contrôles fiscaux par an, il faudrait quand même déployer une énergie folle pour, même sur plusieurs années, dépêcher des contrôles fiscaux sur ces entreprises. Donc, ça n'est pas un axe de contrôle fiscal. Pour les entreprises qui feront l'objet d'un contrôle fiscal, normalement, indépendamment de leur CICE, il faut insister sur le fait que le vérificateur examinera si le CICE a été correctement calculé, mais il n'a pas vocation du tout à se prononcer sur l'emploi des sommes issues du CICE. Ce n'est pas le rôle du vérificateur que de demander au chef d'entreprise « mais qu'avez-vous fait avec cet argent? Avez-vous investi, employé? N'avez-vous pas distribué de dividendes ?» C'est un sujet qui est soumis à l'évaluation du comité d'évaluation des aides aux entreprises. C'est un sujet qui peut être discuté avec les partenaires sociaux. Ça n'est pas un sujet pour le contrôle fiscal. Et ceci est parfaitement clair, figure dans des instructions fiscales publiques de la DGFiP qui sont opposables à un vérificateur fiscal qui sortirait de ce rôle si jamais cela arrivait par anomalie. Deuxièmement, le CICE ne profite surtout pas, il n'est pas vrai que le CICE profite surtout aux grandes entreprises, puisque en moyenne, le salarié dans l'économie française, le CICE, couvre 2 salariés sur 3 dans l'économie, dans les entreprises françaises, en raison de son plafonnement à 2,5 SMIC, alors qu'il en couvre 8 sur 10 dans les entreprises de moins de 10 salariés, 9 sur 10 dans les entreprises du secteur hébergement-restauration. Mon quatrième et dernier point, c'est peut-être pour dire un mot des mesures de simplification dans le cadre du choc de simplification, alors en me concentrant sur la partie fiscale. Donc 100 mesures ont été annoncées, dont 50 en avril et 50 la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Quelques exemples. Répondant à une demande, dorénavant pour les entreprises à l'IR et celles à l'IS dont l'exercice est sur l'année civile, la date de déclaration de l'IS, de la déclaration de résultat à l'IR, de la CVAE et la déclaration de TVA pour les entreprises au régime simplifié, tout ça sera aligné à la même date, échéance unique, puisque cela avait été demandé par des représentants des entreprises comme facteur de simplification. Il y a des déclarations spéciales qui étaient réclamées jusqu'à présent pour obtenir des crédits d'impôt ou des réductions d'impôt, dont le crédit d'impôt compétitivité
compétitivité emploi qui disparaîtront l'année prochaine. 10 déclarations sont supprimées, dont celle relative au CICE. Donc il faudra quand même reporter le montant sur le relevé de solde de l'IS, mais il n'y aura plus de déclaration spécifique auprès de la DGFiP en matière de CICE. Et, dernier exemple, je ne vais peut-être pas tous les parcourir, l'année prochaine, les entreprises mono-établissements n'auront plus à faire de déclaration de CVAE, donc plus de 90% des entreprises n'auront plus à faire leur déclaration sur la répartition sur le territoire français de leurs effectifs. Voilà, je les parcours peut-être pas toutes, mais évidemment, je répondrai volontiers à vos questions s'il y en a. Merci de votre attention. Donc, merci pour cette présentation très claire. Et on va donc suivre avec le volet social. Et monsieur donc Stéphane Hall, vous avez à votre tour 8 minutes pour nous présenter une dizaine de diapos. Ça ira plus vite. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir la cause. Donc peut-être, vous connaissez le logo, mais vous ne connaissez certainement pas la cause. C'est la Caisse nationale des URSSAF, donc la caisse qui centralise tout le prélèvement social à chaque versement et ensuite le reverse immédiatement aux caisses prestataires. Donc on est dans un flux financier extrêmement rapide entre le prélèvement et la prestation. Voilà, donc quelques mots de présentation sur la cause. Alors, je ne vais pas revenir sur cette diapo d'introduction trop longuement, juste pour la dernière ligne qui figure, c'est que les pouvoirs publics ont considéré que, comme le disaient mes prédécesseurs, les dispositions devaient s'appliquer rapidement, notamment les dispositions d'allègement de charges, et qu'à ce titre, une loi de financement rectificatif pour la sécurité sociale a été votée au cours de l'été. C'est la première fois depuis que les lois de financement de la sécurité sociale existent, depuis quasiment une vingtaine d'années, qu'on a une loi rectificative qui prend en compte en partie les dispositions du pacte de responsabilité. Donc, nécessité pour les pouvoirs publics d'aller vite, ce qui permettra de mettre en place les mesures principales au 1er janvier de 2015. Alors, l'objectif de ces allègements de charges, outre le CICE qui a déjà été rappelé, c'est les pouvoirs publics affichent un objectif de 0 charge pour l'employeur pour un salarié rémunéré au SMIC. On verra que ce n'est pas tout à fait exact, mais en tout cas, par rapport à ce qui est payé à l'URSSAF, on est bien dans cette logique-là. Une nouvelle disposition qui est la baisse de la cotisation d'allocation familiale. Et puis, je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont intéressés, c'est aussi la mise en place pour la première fois d'un dispositif de cotisation dégressive pour les travailleurs indépendants, en tout cas sur la partie allocation familiale. Donc sur les données chiffrées, on a là 30 milliards qui correspondent donc aux 40 milliards cités précédemment, mais en zoomant sur les 10 milliards d'allègement de charges que représentent ces évolutions, donc 4,5 milliards au titre du premier point, donc 0 charge sur un salarié rémunéré au SMIC, 4,5 milliards pour l'abaissement de la cotisation d'allocation familiale, et puis une estimation à 1 milliard de cotisation pour la réduction dégressive au titre des travailleurs indépendants. Alors, peut-être un petit rappel sur les cotisations qui sont concernées par ce dispositif et lequel dispositif en réalité s'intégrait dans un dispositif que vous connaissez déjà. Donc on est aussi dans une logique de simplification, c'est le dispositif Fillon, puisque c'est principalement par ce biais-là que l'allègement va se matérialiser, va se concrétiser, avec comme principe les cotisations qui étaient déjà concernées par l'allègement Fillon restent exonérées à 100% à la limite du SMIC, et en revanche, donc, on en ajoutera quelques-unes, on verra tout à l'heure dans le détail. Donc aujourd'hui, une entreprise de plus de 20 salariés, pour un salarié rémunéré au SMIC, bénéficie d'un allègement de 26% de ses charges, et pour une entreprise de moins de 20, c'est 28,10. Donc, sachant que les cotisations globales concernées représentent 28,55, donc on voit bien qu'on n'était pas très loin des 100%, mais que le pacte de responsabilité va
permettre d'y aboutir. Alors, les chiffres sont totalement easy, mais c'est pas grave, on ne va pas les regarder. De toute façon, ce sont des formulations Fillon, c'est extrêmement complexe. Je ne vais pas vous expliquer comment ça marche. C'est très compliqué, vous le savez. Et bon, c'est aussi la raison pour laquelle je pense que le législateur a considéré qu'il ne fallait pas créer un autre dispositif, mais intégrer ces nouveaux allègements dans un dispositif existant, donc qui fera l'objet, par décret, ça n'est pas encore le cas, mais de précision quant aux nouveaux coefficients applicables. Donc l'entrée en vigueur de cet allègement de charges de 100% de cotisation versée à l'URSSAF se fera donc au 1er janvier 2015 pour les salaires versés à partir du 1er janvier. Et donc les deux taux d'allègement, donc les 0,28,1 et 0,26 seront supprimés et remplacés par un nouveau coefficient donc, qui sera lui fixé par décret. Donc ce coefficient s'appliquera donc aux cotisations d'assurance sociale telles que vous les connaissez aujourd'hui, à la cotisation d'allocation familiale, c'était déjà le cas, et nouveauté donc pour aboutir aux 100% d'allègement tel que précisé, donc pourront être concernées les cotisations d'accident du travail et maladie professionnelle, le FNAL, donc le Fonds national d'aide au logement, et la contribution sociale d'autonomie, donc qui sont intégrés dans cette exonération générale de charges. Alors ensuite, je vous ai indiqué dans ces diapos, c'est assez technique, donc je ne vais pas passer trop longtemps dessus, mais juste pour vous dire que la rémunération prise en compte va changer, puisque on ne neutralisera plus à partir du 1er janvier les temps de pause, temps d'habillage et de déshabillage qui avaient fait l'objet d'évolutions importantes de réglementation ou de jurisprudence, et puis des majorations salariales d'heures d'équivalence, ça concerne quelques salariés, donc on est vraiment dans le niveau de détail qui ne convient pas forcément à cette fin de matinée. Alors, donc sur le cas particulier de la cotisation Fillon et de l'impact sur la cotisation d'accident du travail, maladie professionnelle, il faut préciser que jusqu'alors, les pouvoirs publics n'avaient jamais allégé ou remis partiellement ou totalement la cotisation accident du travail, maladie professionnelle. Pour la raison assez simple, c'est que vous le savez très bien, cette cotisation est variable. Alors, pas pour les petites entreprises, mais pour les plus grosses. Cette cotisation est variable, elle peut augmenter ou diminuer en fonction du risque d'accident du travail, constaté ou non dans l'antériorité de l'entreprise. Donc c'est une cotisation qui est extrêmement incitative à l'amélioration du risque professionnel, et donc jusqu'alors les pouvoirs publics avaient considéré que ça ne devait pas être exonéré. Je ferme juste la parenthèse. Alors, donc, elle sera donc désormais exonérée pour partie, et donc dans la limite de 1%, pour tenir compte du fait que ce seuil de 1%, c'est le seuil minimal à laquelle une entreprise doit régler, et que donc, au-delà, l'entreprise continuera de payer sa cotisation accident du travail, de manière à garder le caractère incitatif de cette cotisation. Donc là, je vous ai remis les chiffres, c'est pareil, ils ne sont pas très lisibles, mais ça reprend juste les cotisations, donc vous verrez ça dans vos documents. Et puis, l'impact que ça peut avoir, donc il est un petit peu plus fort pour une entreprise de plus de 20, du fait qu'on intègre le Fonds national d'aide au logement, qui est une cotisation plus importante pour les grandes entreprises que pour les petites entreprises. Donc évidemment, si on l'intègre dans l'exonération, l'impact est plus important pour l'entreprise qui l'a payé. Donc là, c'est également un point sur la cotisation d'allocation familiale, donc c'est assez simple. Elle passera à un taux réduit de 5,25 à 3,45% sur le salaire. C'est mécanique, il n'y aura pas de différence particulière, avec une évolution possible jusqu'à 3,5 SMIC, mais dans un deuxième temps, pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. Et puis, dernier sujet qui vous intéresse pour ceux qui sont travailleurs indépendants, et il y en a un certain nombre dans ce secteur d'activité, le
dispositif prévoit une réduction de la cotisation allocation familiale pour les travailleurs indépendants dans la limite de 3,1 points, ce qui fait qu'elle passerait pour une tranche qui n'est pas encore fixée, mais de l'ordre pour une rémunération inférieure à... Enfin, pas une rémunération... Un revenu, travailleur indépendant inférieur à 41 000 euros, la cotisation descendrait à 2,15% et puis avec un système progressif jusqu'à une tranche qui est à peu près de 53 000 euros. Ces données ne sont pas encore arrêtées, donc elles feront l'objet d'un décret, mais on est dans ces ordres de grandeur de revenus d'activité. Voilà pour ce qui concerne le pacte de solidarité. Et si j'ai encore une minute, je voudrais juste faire un petit aparté par rapport à la table ronde précédente. Oui, parce que je ne sais pas si monsieur le député est encore là, mais... On a un de ses collègues qui est ici. Dans les missions de la branche recouvrement et donc dans les missions des URSSAF, il y a le contrôle. Alors le contrôle, il peut être subi parfois, mais en tout cas, il a quand même des objectifs extrêmement importants. Il en a au moins 3. C'est de sécuriser tout le financement des finances publiques. Donc c'est 456 milliards quand même, donc le contrôle vise à sécuriser. C'est de rétablir les salariés dans leurs droits, le cas échéant en cas de contrôle de travail illégal. Et puis par rapport au rôle de la branche, c'est aussi de garantir la neutralité économique du prélèvement social. C'est-à-dire de faire en sorte que deux entreprises sur un même secteur d'activité, d'ailleurs, il n'y en ait pas une qui tire profit de la non-déclaration ou de la sous-déclaration de ses salaires pour en tirer un avantage concurrentiel. Donc c'est quand même très important pour nous de valoriser cette mission de contrôle parce que par rapport à ce qui a été dit, elle contribue aussi à la vie économique normale des entreprises et au fait que chacun évolue sur un environnement qui est équitable et en tout cas neutre économique par rapport au prélèvement social. Donc, il y a des propos qui sont tenus, je ne partage pas évidemment. On a tous intérêt collectivement à lutter contre le travail illégal, ça fait partie de nos missions et ça fait partie des choses sur lesquelles nous sommes extrêmement attentifs. Par ailleurs, ce n'est pas moins cher d'employer ou de faire travailler, puisqu'on ne peut pas parler d'emploi, mais de faire travailler quelqu'un sans le déclarer, puisque, outre les sanctions qui sont liées au recalcul des cotisations, il y a les sanctions administratives qui se traduiront par une annulation des exonérations de charges que l'employeur aura pu avoir sur les autres salariés déclarés et par des sanctions pénales. Voilà. Merci pour cette précision, mais je pense que monsieur le député était dans son rôle de coup de gueule, bien compris. Est-ce qu'on va prendre évidemment des questions avant de faire réagir Madame Mou, qui est une spécialiste. Monsieur, vous voulez être le premier à poser une question? Je ne sais pas où sont les micro-baladeurs, je vais vous donner le mien. Oui, bonjour. On parle beaucoup du SMIC, notamment pour exonération de charges à l'embauche. Est-ce qu'on parle du SMIC hôtelier ou est-ce qu'on parle du SMIC tout court? Autrement dit, nos minima sont supérieurs au SMIC classique. Est-ce qu'on aura quand même les exonérations de charges sur ces SMIC-là? Alors, on va laisser parler un de nos spécialistes. C'était la tribune en fait qui venait, le micro. Ou alors on fait répondre. Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour parler, mais il me semble que c'est le SMIC tout court, si je puis dire, et pas le SMIC hôtelier. En tout cas, je ne l'ai pas vu comme tel dans les textes. Non, je vous confirme que vous c'est en toute hypothèse sur le SMIC qu'il faut se passer. Absolument pas sur les minima conventionnels. En tout cas, on décroche plus vite, on y a droit, puisque c'est y compris au-delà du SMIC. Mais on va décrocher plus vite, effectivement, que sur une application du minimum légal, oui. Mais c'est effectivement le SMIC qui est la référence. Donc, sur la partie SMIC, on est exonéré D'accord. Parce que pour le CICE, si on est au-delà du plafond de 2,5 SMIC, on ne bénéficie pas du tout de l'aide CICE sur le salaire entier. Alors là, en revanche, ce serait le cas, si j'ai bien compris. Voilà. Pareil. Si vous payez votre salarié au SMIC, donc vous serez à exonération de 100%. Si le salaire est supérieur au SMIC dans la limite de, jusqu'à 1,6%,
vous aurez une exonération qui va 1,6 SMIC, pardon, vous aurez une exonération qui va aller diminuant jusqu'à 1,6 où elle sera à 0. Et donc avec paiement intégral des charges à partir de ce seuil. Très bien, merci. Autre question. Oui, ma question s'adresse à la directe et c'est un conseiller prud'homme qui vous la pose. Vous avez parlé de simplification au conseil de prud'homme. J'aimerais savoir de quoi vous parlez. Si on parle des délais, rupture à l'initiative du salarié doit être traité dans les 1 mois. On va inciter les salariés à faire une prise d'acte de rupture. On sait d'ailleurs que le conseil des prud'hommes ne pourra jamais traiter ces demandes-là en 1 mois. Rupture du contrat d'apprentissage dans le délai d'1 mois, en la forme des référés, on a déjà du contentieux procédural là-dessus, puisque théoriquement, d'après les débats législatifs qui ont eu lieu, cette procédure devait se traiter devant le bureau de jugement à 4 juges. Or, d'ores et déjà, ce sont les référés qui sont saisis et on a des ruptures de contrat à l'initiative de 2 juges devant la formation des référés. On est en train de prendre un train à grande vitesse pour toutes les ruptures. Je ne sais pas où est la simplification pour les entreprises. Oui, je parlais tout à l'heure de simplification pour les entreprises, et aussi pour peut-être d'ailleurs les salariés. Mais non, pour les deux. Et donc, ce sujet-là fait partie des 50 nouvelles mesures qui ont été déclinées ce 30 octobre 2014. Et il a été pointé la question des délais d'instruction des prud'hommes et aussi un renforcement et une plus grande efficacité de la procédure de conciliation. Mais je ne peux guère vous en dire plus à ce stade puisque on en est encore aux prémices, puisqu'on est dans l'annonce. Là. Il y a quand même... Pas aux prémices, les textes sont applicables, il y a déjà des instances en cours. Nous n'en sommes pas aux prémices. Des employeurs sont d'ores et déjà condamnés. Des ruptures de contrat d'apprentissage ont déjà lieu sur la base de ces textes. Il a été annoncé, alors il faudrait que je le vérifie, mais il a été annoncé qu'il y aurait des... Ouais. J'ai eu un départage de référé là-dessus. La juge départitrice en référé s'est déclarée compétente, alors qu'elle n'est pas compétente théoriquement au regard du texte. Alors ça, vous me citez un aléa de la vie judiciaire. Ça. Lié à la mauvaise rédaction des textes, une fois de plus. Une fois de plus. Il me semble que dans les annonces, le sujet est mis sur le tapis. Donc la solution, elle est claire. Puisqu'on est dans le domaine procédural, on n'est pas dans le domaine législatif, mais dans le domaine réglementaire, il faut qu'un décret soit pris pour que le texte soit modifié, et au lieu d'écrire en la forme des référés, écrire le bureau de jugement en la forme des référés pour ce qui est de la rupture du contrat d'apprentissage. Comme ça, on ira devant le bureau de jugement. Mais je pense que ce sujet-là est sur la table, le sujet de la... Bon. Alors, là, je pense qu'il y a un truc à creuser et parce qu'il y a une vraie inquiétude. D'autres questions ? Monsieur, derrière. Voilà. Et... Bonjour, ma question s'adresse à vous, monsieur la directe. Je suis désolé, vous êtes le pasteur de service. Comment est-ce que vous allez faire pour remettre des jeunes en apprentissage ? Là, j'ai pas compris. Là. Où c'est que vous allez les trouver, les jeunes ? Le gouvernement veut relancer 200 000 jeunes en apprentissage. Tant que l'éducation nationale va verrouiller les portes, comment est-ce que vous allez faire pour les lâcher ? Où c'est qu'on va trouver notre personnel ? Expliquez-moi. Personnellement, je ne sais pas où je vais trouver tout seul les 500 000 jeunes, mais en tout cas, l'objectif de 500 000 apprentis d'ici 2017 est un objectif gouvernemental. Alors, ça s'appuie sur une ressollicitation du dialogue social. C'est aussi la responsabilité des partenaires sociaux. Ça s'appuie sur la prime qui a été tant que l'éducation nationale ne les lâchera pas, on ne les aura pas. L'éducation nationale ne veut pas les lâcher, ces gamins. On va jusqu'au bac, on remplit les classes, pour vivre les syndicats de profs qui veulent remplir leurs classes, sauver leurs emplois. Mais nous, on n'a pas de jeunes à apprentissage, quoi. Mais ça je aussi, sais pas, vous allez les trouver, quoi. Ça aussi, c'est un sujet sur la table et l'éducation nationale est appelée par le gouvernement à modifier et à travailler. Là, il va falloir dégraisser plus que le mammouth. Pardon ? Il va falloir dégraisser le mammouth sérieusement, là. Donc ça fait partie des priorités. On a donc déjà 2 sujets, il va falloir qu'on creuse ça dans les jours qui arrivent. Autre question, avant que je demande à
Madame Benamou de conclure et de nous faire ses remarques et conclusions. Allez, à vous, Madame. Bonjour à tous. Alors, au risque de m'éloigner un tout petit peu pendant quelques instants du pacte de responsabilité, au vu de tout ce qui a été dit là depuis 2 heures, moi j'ai quand même une observation, parce que la question de départ, c'était en période de crise, le coût du travail. On parlait du coût du travail. Est-il un frein à l'embauche ? Je ne sais pas si c'en est un, donc je n'y répondrai pas seule. En revanche, manifestement, ce n'est pas le seul. Et dans notre secteur d'activité, alors pour avoir effectivement exercé dans les HCR pendant quelques temps, je regrette effectivement de constater qu'il y en a d'autres, dans la matière sociale tout particulièrement. Et j'y verrai, alors j'étais ravie d'entendre tout à l'heure que le programme sur le CICE est un programme pluriannuel qui a vocation à sécuriser dans les entreprises ce qui va se passer. Ce serait une excellente nouvelle. Parce que ce qu'il y a de plus... Alors moi, je vais juste vous parler de la réalité de terrain, pas des chiffres. Je ne suis pas une experte des chiffres, mais de ce qui se passe dans l'entreprise. Je crois que ce qu'il y a de plus complexe à gérer pour nous, c'est ces changements législatifs à répétition, ces changements de règles du jeu au milieu de match. Je vais vous prendre quelques exemples. Beaucoup d'entreprises ont été se dire effectivement augmenter les salaires minimums, c'est parfois compliqué quand on ne sait pas, quand on est dans des secteurs d'activité extrêmement cycliques, et nous y sommes dans l'hôtellerie-restauration. En revanche, on a des canaux de rémunération, d'annexes de rémunération, qui sont alors ce que moi j'appelle gagnant-gagnant, parce qu'ils permettent de motiver le collaborateur, de le rétribuer, d'en faire un partenaire de l'entreprise quand ça fonctionne bien. Et effectivement, de dire quand ça fonctionne moins bien pour tout le monde, et tout le monde se serre les coudes. Je prendrai l'exemple de l'épargne salariale. Forfait social, en 5 ans, il a été multiplié par 10. Il est passé de 2% en 2009 à 20% il y a 2 ans à peine. Les entreprises, quand elles signent des accords, c'est pluriannuel, c'est le cas de le dire, puisque c'est pour 3 ans. Sauf que l'entreprise, quand elle a signé un accord avec une donnée de base, avec un forfait social à 8, et qu'elle rétribue après avec un forfait social à 20, c'est là où je fais le lien avec le CICE, c'est de dire effectivement, ce CICE est une bonne chose, et je crois qu'il ne faut pas le dénigrer, mais il ne faut pas oublier aussi tout ce qu'il y a. On attend des entreprises des négociations de branche pour effectivement dire qu'allez-vous faire de ces sommes. Je voudrais juste qu'on se rappelle de ce qui a déjà été ponctionné avant même que le CICE soit donné. Je parcourais le site du ministère des Finances qui nous rappelle quand même comment est financé le CICE. Pour moitié, c'est l'État qui va faire des efforts, et pour l'autre moitié, ce sont les entreprises. Et je lisais que 2/3 de ces efforts viennent de la TVA. Je crois que la TVA, c'est un sujet dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, et que le secteur a déjà, pour le coup, parce que... alors, je généralise peut-être, mais j'ai souvenir dans l'hôtellerie que quand il y a eu une baisse de la TVA, il y a eu réellement, sincèrement, des efforts qui ont été faits en matière d'emploi, de création d'emplois. Et quand ça a été un petit peu plus mal, il y a eu une attitude responsable de la part du secteur d'activité qui n'a pas supprimé ces emplois-là. Il y a eu des augmentations de TVA, et que... moi, et pourtant, je suis plutôt une experte du droit et des ressources humaines. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui font des petites boîtes et qui fonctionnent en silo avec l'activité commerciale, la masse salariale. On a un tout. La réalité, c'est qu'on a un fonctionnement, on a des recettes et on a des charges. Je rappellerai que la masse salariale est quand même le plus gros poste de charge dans nos métiers, et métiers qui ont un avantage certain par rapport à de très nombreuses branches, c'est que nous, on ne délocalise pas. Les hôtels, les restaurants, ils sont en France et ils ne délocalisent pas. Et je crois qu'il faut faire extrêmement attention à ça. Moi, je suis assez favorable à dire qu'il y a eu des bonnes choses qui ont été faites en matière de simplification. Il y a des choses sur lesquelles je rejoins ce qui a été dit. Quand en pratique, il faut l'appliquer dans l'entreprise, à moins d'avoir un juriste à plein temps dans l'entreprise, c'est impossible. Je vais prendre un exemple, la paye. Je lis encore qu'on va simplifier le bulletin de paye, mais je vais vous dire très sincèrement, nous sommes très inquiets dans les entreprises. Parce que là, nous sommes encore en train de calculer les dernières modifications sur Fillon et en train de nous préparer à la DSN qui arrive dans 6 mois, avec des éditeurs de logiciels de paye qui ne savent pas encore faire. Donc,
effectivement, il y a des choses à faire, il y a des canaux à creuser, mais attention quand même à ne pas changer ces règles du jeu tout le temps, parce que là où on croit simplifier, on complexifie beaucoup et qu'on passe plus de temps à essayer de comprendre comment on va appliquer tout ça. Et je n'ai parlé là que de la loi. Attention aussi au risque, on parlait des extras tout à l'heure, un certain nombre de sujets vont devoir rapidement être tranchés parce que c'est un vrai souci et que du coup, ça focalise beaucoup l'attention dans notre secteur d'activité. Alors, sur une note positive, quelqu'un dans la salle parlait des jeunes tout à l'heure. Pour le coup, je crois que dans notre secteur d'activité, s'il y a un des sujets à creuser, c'est bien celui-là. Et j'ai tendance à dire que de toutes les façons, contraints ou forcés, les hôteliers, les restaurateurs devront y aller, puisque je vous rappelle que nous avons le quota des stagiaires qui arrive et qu'à un moment, nos écoles, nos jeunes qui ont fait le choix d'aller vers l'hôtellerie risquent d'avoir un très sérieux problème si l'ensemble des professionnels se décident à appliquer à la lettre la loi, l'esprit du texte, parce qu'ils ne trouveront plus d'entreprise d'accueil. Moi, je tire un signal d'alarme là-dessus. On a beaucoup focalisé sur l'entreprise, on a juste oublié les écoles, on a juste oublié ces jeunes qui vont taper à la porte et à qui on va dire à un moment, bah, écoutez, moi j'estime que c'est de notre responsabilité de vous former parce qu'effectivement, beaucoup d'hôtels, de restaurateurs sont fiers de pouvoir dire que quand ils recrutent des stagiaires et des apprentis, ça se termine très souvent en CDI. Dès qu'il y a un poste, il est pour eux, mais qu'on va avoir un problème, on ne va pas être en capacité de les intégrer. Parce qu'un quota de 10% dans l'hôtellerie-restauration, je vous invite à regarder combien il y a de jeunes stagiaires dans nos secteurs d'activité. Ça n'est juste pas... Il faut être très pragmatique, c'est un calcul à faire, ça n'est pas applicable. Donc, effectivement, on dit qu'il va falloir aller chercher des apprentis. Peut-être que certains d'entre eux vont aller basculer dans l'apprentissage. Et il faut le souhaiter parce que sinon, la jeune génération qui est encore passionnée de nos métiers risque d'avoir un vrai souci et on va avoir un problème à recruter. On entend qu'il y a encore... nous sommes un des rares secteurs à pouvoir dire que nous avons du mal à recruter. Je crois que c'est plutôt une chance, il faut le souligner. Mais il va falloir les trouver, ces jeunes-là. En tout cas, merci. Merci de ces propos complémentaires aux différents sujets.